Bonjour, messieurs, dames, chers amis. Je suis très heureux de vous accueillir ici pour notre débat sur l'Europe. Je m'appelle Christian Schubert, je suis un journaliste allemand. Je travaille pour le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung. Merci beaucoup d'être ici et aussi en ligne sur les écrans. J'espère qu'on peut tous être entendus et la connexion marche bien. Alors, l'Union européenne a-t-elle pris un sens nouveau face à l'adversité? Ça, c'est notre sujet aujourd'hui. Nous savons tous que les derniers 18 mois étaient un grand défi pour tout le monde et surtout pour l'Union européenne parce que l'Union européenne est quand même une entité unique. C'est le plus grand espace économique du monde, le plus grand espace du monde sans frontières. Et en même temps, comme vous savez, l'Union européenne est un mélange entre des États indépendants et ce qu'on appelle la supranationalité. Alors, les décisions sont parfois prises à Bruxelles, parfois ils sont prises dans les capitales. Alors, on a eu le Brexit, un autre événement qui était très, très difficile à gérer. Qu'est-ce que ça a donné? Je suis très content d'avoir ici des experts et aussi en ligne. Alors, je vais commencer d'abord à présenter nos intervenants. D'abord, on est très content d'avoir le ministre de l'économie de Portugal, Monsieur Pedro Cisa Vieira, qui est le ministre de l'économie et de la transition numérique de Portugal. Il est avocat par formation. Il a enseigné à des universités comme économiste. Il était aussi avant ministre adjoint du Premier ministre. Et c'est intéressant d'avoir ces points de vue parce que le Portugal vient d'avoir la présidence dans l'Union européenne dans les derniers 6 mois. Ensuite, pour venir ici, en présentiel. À côté de moi, Florence Ninan, qui est avocate, qui travaille pour le cabinet Allen & Overy, qui est une spécialiste pour le droit européen de la concurrence, aussi une spécialiste d'énergie et des questions de finance et numérique. À ses côtés, M. Olivier Klein, qui est un économiste par formation, qui est professeur professeur de macroéconomie et financier à l'HEC, et qui aussi, bien sûr, qui est directeur général de la BRED, de la grande banque française qui appartient à la groupe BPCE. À ses côtés, M. Paul Jäger, qui travaille pour le cabinet Russell & Reynolds. C'est un cabinet qui est spécialisé dans la recherche des cadres. Et vous avez une autre passion, si je peux dire, c'est l'Europe. Vous avez à un certain moment dans votre carrière, vous avez géré, vous êtes directeur général du bureau d'information de la Commission européenne à Paris. Voilà. Et à côté, à ma droite, M. Philippe Martin, qui est le membre du cercle des économistes, qui est un économiste par formation, bien sûr, qui a travaillé pour la Fed à New York, par exemple. Ça, c'est un des points de votre carrière. Et bien sûr, aujourd'hui, votre poste le plus important, je dirais, c'est être président ou être président du Conseil d'analyse économique, le CAE, qui conseille le Premier ministre. Voilà. Et Monsieur Martin, c'est à vous de commencer avec le mot d'introduction. Oh, excuse-moi. Oh, excuse-moi, j'ai fait une grande erreur, excuse-moi. Il y a aussi Madame Lieke Friis, bien sûr. Madame Lieke Friis qui nous joint de Danemark. Madame Lieke Friis est une chercheuse et aussi une femme politique. Elle était, par exemple, ministre de climat et ministre des questions énergétiques. Elle est chercheuse. Elle gère le think tank Europa à Danemark. Merci beaucoup d'être parmi vous. Alors, je donne la parole à M. Philippe Martin.
Merci. C'est mieux? Oui, voilà. Bonjour à tous, merci. Je vais commencer par quelques mots en effet de réaction sur la manière dont l'Europe et les différents pays européens ont réagi à cette crise Covid. Et en faisant une première remarque, je ferai quelques remarques négatives ou dubitatives sur certains points, mais une remarque positive, ce qui est que l'Europe a appris de ses erreurs, et en particulier des erreurs qui avaient été faites pendant la grande crise financière. Et donc c'est toujours utile d'avoir un retour d'expérience. Je crois qu'un certain nombre de consensus se sont créés pendant ces 10 ans après la crise financière, consensus en partie parmi les économistes. Et le fait que l'Europe a eu une réaction budgétaire très rapide, commune, pas toujours coordonnée, mais très corrélée, en particulier sur la manière de réagir. Par exemple, je pense au chômage partiel, ça n'a pas été coordonné, mais c'était très corrélé. Pourquoi? Parce qu'on avait appris que ça avait marché pendant les pays, en particulier l'Allemagne, qui l'avait mis en place. Il n'y a pas... Je reviendrai là-dessus peut-être un instant, parce qu'il y a quand même un débat sur la réaction de politique budgétaire, non pas maintenant, puisqu'on a gelé les règles budgétaires, ce qui a été une très bonne chose, qui a permis de protéger les ménages, de protéger les entreprises. Et c'est ce qui fait que d'ailleurs aujourd'hui, on n'a pas de problème de demande en sortie de crise. C'est justement parce qu'on a fait un plan de relance pendant la crise qui était en fait une protection à la fois de la demande et de l'offre. Donc on a appris, je crois, qu'un des enjeux face à une telle crise, et on en a maintenant tous les 10 ans, était qu'il fallait réagir extrêmement rapidement et de manière très forte. C'est ce qui a été fait sur le plan budgétaire, et c'est ce qui a été fait aussi sur le plan monétaire. Si on compare ce qui a été fait par rapport à la crise de 2009, où il a fallu attendre 2012 pour que la Banque centrale européenne prenne la dimension de la crise, se pose la question des spreads, de la divergence et du possible éclatement de la zone euro. Là, il y a eu une journée d'hésitation, et où très rapidement, il a été très clair qu'il fallait justement réduire à néant tous les risques en termes de divergence, par exemple en termes de spread, et puis évidemment avec le programme d'achat massif. Et donc on est dans un contexte macroéconomique qui est extrêmement différent, parce que justement, d'un point de vue budgétaire et d'un point de vue monétaire, il y a eu ces réactions extrêmement rapides. Il n'y a pas eu non plus de crise bancaire. Je pense qu'il y a eu un moment, au début de la crise, en tout cas une certaine inquiétude, quand on a une crise économique et financière et sanitaire telle, on aurait pu craindre une crise bancaire. Il n'y a pas eu de crise bancaire. Je pense qu'on n'est pas complètement au fait de savoir pourquoi ça n'a pas été le cas. Il y a pas mal de choses. Évidemment, le fait qu'il y ait moins 30% de faillites, par exemple en France, mais je crois que c'est le cas dans beaucoup de pays européens, est une des raisons. Les réformes bancaires qui ont eu lieu justement après la crise financière sont certainement un point important, et puis la politique monétaire. Sur Next Generation EU, bon, c'est pas un plan, comme vous le savez, de court terme, c'est plutôt un plan à long terme. Je pense qu'il y a certains défauts. Moi, je pense que ce qui m'a beaucoup déçu, alors je suis complètement pas objectif et biaisé puisque je suis professeur d'université, mais j'ai été quand même extrêmement déçu du fait qu'il n'y avait pas de plan sur la recherche publique. On se rend compte avec cette crise qu'on est très en retard, par exemple sur la santé, mais sur d'autres domaines de l'innovation par rapport aux États-Unis et à la Chine. On fait un grand plan au niveau européen, et il n'y a pratiquement rien sur la recherche publique. Moi, je suis un grand fan de l'ERC, European Research Council, qui finance et qui d'ailleurs a été à l'origine de deux des vaccins. C'est quelque chose qui marche très bien. C'est des financements de chercheurs, en particulier pour permettre à des chercheurs de revenir des États-Unis. Et là, il n'y a pas eu d'augmentation de budget. Donc je pense que ça, c'est un vrai gros défaut. Il y a aussi au niveau européen, quand on compare par rapport aux États-Unis, il y a quand même un décalage non négligeable entre le plan de relance américain et le plan de relance européen. On peut discuter d'ailleurs du plan de relance américain, et je ne pense pas qu'il faudrait faire un copier-coller du plan de relance américain en Europe, mais ça va quand même poser un certain nombre de problèmes, dont un en particulier, qui est que très clairement, les déséquilibres entre les États-Unis et l'Europe, les déséquilibres commerciaux, comme vous le savez, les États-Unis ont un fort déficit commercial par rapport à l'Union européenne, vont encore s'aggraver.
et c'est des travaux que je mène avec d'autres économistes, c'est le meilleur prédicteur des tensions protectionnistes. C'est-à-dire que structurellement, quand un pays a un déficit bilatéral, et c'est assez intuitif, hein, c'est le meilleur prédicteur des tensions protectionnistes et des attaques protectionnistes. Donc du coup, ça, c'est un point sur lequel je pense qu'il y a un point d'attention sur les différentiels entre les plans de relance. Et dernier point, hein, puisque je crois que j'ai épuisé mon temps, il y a quand même des désaccords persistants à l'intérieur de l'Union européenne, et le plan de relance et les plans nationaux de relance n'ont pas aidé à réduire ces déséquilibres intra-européens entre le Nord et le Sud, les déséquilibres commerciaux et des désaccords intellectuels profonds, en particulier sur la question des règles budgétaires. J'ai écrit avec Jean Pisani-Ferry et Xavier Rago une note au Conseil d'analyse économique qui dit qu'il faut s'attaquer à cette réforme des règles budgétaires, et en particulier en abandonnant ce qui n'a pas du tout marché, hein, c'est-à-dire ces règles budgétaires de 3%, 60%, en se concentrant sur ce qui est vraiment, à mon avis, le point essentiel des problèmes de dette en Europe, c'est-à-dire la soutenabilité de la dette, et qui n'est pas réglée du tout, hein, et ça je crois que les économistes l'ont bien montré, par des règles numériques homogènes pour tous les pays de 3% et de 60%. Je suis sûr qu'on va revenir dans le débat sur ces questions. Peut-être que vous me donnerez l'opportunité de revenir. Merci beaucoup, monsieur Philippe Martin. J'entends un peu le doute que sur la question, est-ce que le plan de relance, est-ce qu'il va augmenter la croissance ou le potentiel du croissance structurelle? C'est pas gagné, hein, de votre avis. Et je voudrais poser, après vous... Non, c'est la question essentielle, mais je pense qu'on n'a pas de réponse aujourd'hui. Oui, ok. Je voudrais poser cette question aussi au ministre de l'économie de Portugal. Monsieur le ministre, alors est-ce que le plan de relance nous permet d'augmenter la croissance potentielle dans chaque pays? Et peut-être aussi pour vous un mot, s'il vous plaît, sur la situation actuelle en Portugal. Je crois que tout le monde s'intéresse. Alors la situation actuelle sur le plan sanitaire et économique. Et aussi, un dernier mot de votre part, s'il vous plaît, sur la question comment vous allez utiliser les fonds, les moyens qui vont arriver à Portugal. Merci. Rapidement, s'il vous plaît, brièvement. Merci bien pour votre question et bonjour à tous. Je crois que je dois parler en anglais parce que je vois qu'on a la traduction simultanée et donc je vais parler en anglais. Par rapport à votre question, je dirais que la situation sanitaire a vraiment conditionné la situation économique et sociale au Portugal comme ailleurs. Car ce qui se passe avec la Covid et les variants qui ont surgi, c'est que le Portugal est très proche du Royaume-Uni et l'Europe centrale. Fin décembre, début janvier, on a eu le variant britannique qui s'est répandu dans le pays. Et donc, il y a eu une forte augmentation dans le nombre des cas. Donc, il a fallu faire un confinement extrêmement strict au début de cette année. Et cela a eu un fort impact sur notre économie. Après, la situation s'est améliorée, mais l'Europe centrale s'est empirée à cause d'autres variants. Il y a un mois, on était le pays avec l'incidence la plus faible de Covid-19 en Europe. Qu'est-ce qu'on voit maintenant? Le variant Delta est devenu le variant principal au mois de juin et le nombre de cas augmente de nouveau. La bonne nouvelle, c'est que la vaccination progresse. Donc, le nombre de cas augmente, certes, mais le nombre d'hospitalisations et de décès diminue. Donc, les vaccins marchent. Les personnes qui ont reçu leurs 2 vaccins résistent beaucoup mieux, ce qui est de très bon augure pour les mois à venir. Le Portugal continue de vacciner à des taux importants et je pense que nous allons pouvoir gérer la COVID de façon différente par rapport à l'année dernière. L'année dernière, comme nous le savons tous,
il y avait des mesures non pharmaceutiques pour gérer la situation, c'est-à-dire les confinements, l'arrêt de l'économie. Et ça a eu un impact important sur le PIB. L'impact concernait le côté offre comme le côté demande. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que je pense qu'au Portugal, comme dans d'autres pays, les impacts négatifs de cette contraction économique n'étaient pas aussi graves, aussi sévères que l'on aurait pu penser. Une fois que l'on a levé les restrictions, l'économie a réagi très vite et la demande a augmenté. On l'a vu dans l'industrie, les exportations de biens augmentent à partir de fin 2020 et en 2021, comparé à ce qui s'est passé en 2019. L'investissement est fort, le bâtiment se porte bien, ce sont de bonnes nouvelles. Pourquoi était-ce possible? Pourquoi est-ce qu'on réagit bien mieux à cette crise que dans le passé? C'est un excellent point à discuter. Pourquoi? Parce que nous avons géré de façon collective l'impact de cette crise au sein de l'Union européenne. Je pense que l'approche, et j'ai été assez surpris, comme d'autres observateurs aussi, l'Union européenne a réagi de façon très vite. La Banque centrale a rapidement libéré sa politique monétaire pour pouvoir assurer le flux d'argent vers l'économie. L'Europe a suspendu les restrictions budgétaires dans la zone euro. Ainsi, on a pu soutenir l'emploi, les entreprises. Il y a eu beaucoup de soutien de la part de l'État. Aussi, il y a eu un cadre provisoire qui a permis un soutien fort. Nous avons évité ainsi le pire. Maintenant, quand on voit le bout du tunnel, je pense que nous devons reconnaître que l'Union européenne a joué un rôle très significatif. Regardez le programme de vaccination qui avance rapidement. Cette deuxième partie de l'année, c'est parce qu'il y a eu des achats collectifs. On a beaucoup critiqué l'Union européenne par rapport aux achats des vaccins. Soi-disant, on était très en retard par rapport au Royaume-Uni ou les États-Unis. Mais la vérité, c'est qu'après quelques aléas qui ont eu lieu, parce que l'Union européenne n'a jamais entrepris une telle activité, tous les pays, tous les États membres progressent avec les vaccins au même rythme et on vise une couverture de la plupart de la population européenne. Aussi, on a mis l'accent sur la restauration du marché unique. Il y a le certificat COVID qui permet le libre mouvement des personnes. C'est une des bases de l'Union européenne et de son marché. Mais aussi, des investissements ont été faits dans la relance de l'économie de l'Union européenne. C'est vraiment une Union européenne nouvelle. On pensait que c'était impossible il y a juste un an. C'est une nouvelle génération. C'est important car ça veut dire que l'Union peut prendre les décisions, peut apporter ce stimulus économique d'envergure en même temps partout sur le continent. Je parle d'investissements publics et privés qui vont stimuler l'économie et on peut viser les investissements dont on a le plus besoin pour relever les défis à l'avenir. Et c'est une excellente chose. Pour conclure, je pense qu'on s'est rendu compte que le marché unique est en fait un des points les plus positifs de l'Union européenne, à la fois pour les citoyens comme pour les entreprises. Nous nous sommes rendus compte que le marché unique, si le marché unique ne se porte pas bien, on en supporte tous les conséquences. C'est dans notre intérêt de faire avancer très rapidement l'économie européenne, d'assurer justement sa relance.
c'est vrai du Portugal et ailleurs, mais aussi de l'Allemagne qui exporte 60% de ses biens vers les autres pays de l'Union européenne, vers le Portugal. Et les Pays-Bas qui exportent peut-être 70% de ses biens à l'intérieur du marché unique. Donc, une économie européenne florissante est nécessaire. Aucun pays ne peut survivre seul si le marché européen ne se porte pas bien. Pour conclure, il me semble que justement ce sens nouveau qu'a endossé l'Union européenne, eh bien, ça a renforcé l'Union européenne, ça a renforcé sa conception dans les différents pays et ça nous permet de mieux gérer les différents problèmes au niveau national. Je pense que l'Union européenne a la capacité d'accélérer le changement et de faire en sorte que nous ayons tout ce qu'il faut pour relancer l'économie européenne. Une économie européenne plus durable, plus numérique, afin de renforcer la compétitivité nationale. Et ainsi, l'Europe pourra continuer d'assurer justement un bien-être important à ses citoyens et une belle protection de sa population. On renforce nos capacités ainsi, et si je peux dire, je pense que nous devons beaucoup à l'Union européenne à cet égard. Pour cette déclaration, vous avez parlé du marché unique. Hein. Le marché unique, quand même, le marché unique était interrompu à un certain moment l'année dernière, n'est-ce pas? Il y avait des interdictions d'exporter certains produits et ça montrait aussi les limites de cette volonté d'avoir vraiment une free trade, hein, au moins dans une situation d'urgence. Monsieur Klein, c'est ma question aussi à vous. Alors, est-ce qu'à cause de la pandémie, est-ce que quelque chose a changé fondamentalement en Europe? Ça veut dire, est-ce qu'on a donné maintenant, est-ce qu'on est prêt de donner beaucoup plus de compétences à Bruxelles, à un niveau fédéral, à un niveau européen? Oui, la question générale était celle-ci. Hein. Face à la pandémie, l'Union européenne a-t-elle pris un sens nouveau et une dimension nouvelle? Oui, pour une part, oui. Et c'est même une grande avancée et absolument remarquable. On a un plan Next Generation EU qui doit se dérouler entre 21 et 27. Alors peut-être, contrairement au plan américain, c'est ça qui le revalorise, notre plan européen. C'est que la plupart doit être dépensée entre 21 et 23. Donc ça lui donne quand même une intensité même plus forte que celle des États-Unis. C'est une innovation remarquable. Alors avec des aides pour 390 millions et puis avec des prêts remboursables pour 360, mais milliards, bien sûr, milliards. Mais c'est une innovation absolument remarquable. La deuxième grande innovation, à mon idée, c'est évidemment la dette communautaire qui va supporter ces dépenses. Pour la partie empruntée par les États, elle sera remboursée par les États. Et puis pour la partie qui est don, aide, elle sera remboursée par des taxes, des ressources propres à l'Union européenne, ce qui sera nouveau globalement. Et donc là, il faudra encore se mettre d'accord avant 2023 sur les taxes. C'est peut-être pas évident, mais ça peut être des taxes CO2 aux frontières, ça peut être des taxes numériques, peut-être le tout. Puis il y a déjà des taxes plastiques qui sont passées. Donc ça, ce sont des grandes innovations. C'est vraiment quelque chose qui a changé profondément. La bonne question, à mon sens, après avoir constaté cette innovation, c'est de savoir si, en réalité, ça va durer ou si on va revenir à l'état antérieur après ces plans. Pour un certain nombre de pays, c'est dû à la pandémie, exclusivement à la pandémie. Devant cette pandémie, qui n'est pas une situation asymétrique, avec des économies différentes entre les différents pays de l'Union, il a fallu, y compris en Allemagne, y compris en Hollande, y compris dans tous les pays qui d'habitude sont un petit peu en arrière de la main sur le fait de trouver ces dimensions communautaires, il a fallu montrer la solidarité et monter ces plans. Qu'en sera-t-il après? Et donc la question, au fond, c'est celle de savoir si c'est un moment hamiltonien, comme on lit de temps en temps. Hamilton, vous le savez, était le secrétaire du Trésor aux États-Unis, qui présidait le Parti fédéraliste, et qui, en 1790, a proposé aux États qui étaient gorgés de dettes, et la question de la dette va compter beaucoup, qui étaient gorgés de dettes publiques à cause de la guerre d'indépendance, de les reprendre au niveau fédéral, et pour le coup,
le niveau fédéral s'est doté de taxes à l'importation pour pouvoir faire face à ces dettes. Là, on a eu un moment de construction du fédéralisme aux États-Unis, clair. Est-ce que ça peut se faire en Europe? Moi, ma question, puisqu'on a très peu de temps, mais on pourra peut-être développer un tout petit peu après, c'est est-ce que ça sera durable ou du one-off, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un retour à l'état initial ensuite? Ça dépendra probablement de l'état des divergences entre les pays européens. Qui vont augmenter les divergences montent à cause de la pandémie, mais les divergences depuis la crise financière, la grande crise financière, et depuis la crise idiosyncratique européenne de 2010, 2014, 15, se sont aggravées considérablement. Les divergences sur les PIB par habitant se sont accrues, alors qu'elles s'étaient un peu réduites auparavant. Les capacités industrielles ont divergé, les parts de marché à l'exportation mondiale ont divergé, les niveaux de formation initiale et professionnelle n'ont pas convergé, sont toujours très très fortement différents. Les gains de productivité sont toujours à des rythmes totalement différents. Et le niveau des dettes publiques est à des niveaux totalement différents également entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc on voit bien qu'il y a des effets qui vont être très perturbants en réalité et qu'il y aura besoin de cette solidarité, mais qu'elle ne se fera pas si, en revanche, du côté des pays du Sud, y compris la France, il n'y a pas d'effort réel de politique structurelle, c'est-à-dire d'investissement pour augmenter le potentiel de croissance et de réformes structurelles nécessaires pour augmenter le potentiel de croissance et diminuer ces écarts. Parce que les pays du Nord ne vont pas en permanence accepter d'envoyer des fonds, des subsides, pour des pays du Sud qui ne feraient pas d'efforts. Alors il y a de bonnes raisons pour les solidarités, on n'a pas le temps de développer, si vous voulez on développera tout à l'heure, parce que d'un autre côté les pays du Nord profitent d'une situation d'une zone euro sans dévaluation pour accroître en permanence leur compétitivité, mais d'un autre côté ils ne peuvent pas se dire non plus qu'ils vont envoyer des subsides en permanence ad vitam aeternam aux pays du Sud. Donc il faut à mon sens deux choses, et j'en termine là, presque. La première c'est le fait que ces divergences soient réduites par les politiques structurelles, ça c'est vraiment indispensable. Deuxième chose indispensable, c'est que le plan Next Generation EU, on en profite bien pour réduire les divergences, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit aussi des plans qui conduisent des politiques différenciées suivant les pays pour qu'il y ait des politiques régionales et industrialisantes, sinon on n'y arrivera pas. Et puis enfin, et c'est par là que j'arrêterai, le fait que naturellement la sortie des dettes va être déterminante et aussi le rythme d'inflation sera déterminant parce qu'on va voir les pays du Nord réagir beaucoup plus vite à une remontée de l'inflation en exigence vis-à-vis de la Banque centrale européenne que les pays du Sud. Et tout ça peut pousser à des divergences plus tôt même que prévu. Oui, merci, Monsieur Klein. C'est intéressant aussi dans le contexte. Quand on pense, par exemple, à la programme de la CDU, c'est la politique, la partie politique dominante en ce moment encore, la partie de Mme Merkel qui a lancé son programme européen. Et là, ils ont demandé un retour rapide aux règles budgétaires en Europe. Ils disent il ne faut pas continuer avec le plan Next Generation EU. C'est un one-off, ce n'est pas permanent. Et dans ce contexte-là, vos remarques sont tout à fait pertinentes. Ça a déjà fortement commencé. Et Wiedmann, le gouverneur de la Banque centrale allemande, a écrit récemment dans le Financial Times qu'il était temps déjà de reprendre la politique monétaire, de revenir. Donc, évidemment, ces divergences, si on veut les dépasser pour créer une union durable et une zone monétaire européenne durable, il va falloir s'attaquer à ces deux problèmes de fond par des politiques structurelles et par réagir européennement aux divergences entre les pays européens. Ça sera vraiment crucial. Ok, merci beaucoup. Là, je voudrais faire intervenir de Danemark, Lieke Friis. Lieke, vous nous entendez? Oui. Alors, j'espère que vous avez... Oui, je vous entends très bien. entendu les remarques de Olivier Klein qui parle des pays du Nord, des pays du Sud. Alors vous, je crois, c'est assez clairement le pays du Nord. Alors, comment vous voyez ce clivage? Est-ce que ce clivage continue d'exister? Est-ce qu'il est devenu plus grand, plus petit? Et aussi la volonté des pays du Nord, et peut-être, oui, vous pouvez regarder aussi sur l'Allemagne, ça m'intéresserait, la volonté
de financer dans un plan solidaire, dans un plan de la solidarité, financer l'Europe. Est-ce que cette volonté est devenue plus grande ou comment ça a évolué pendant la pandémie? Tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Je dois dire que personne ne parle de ce que vous parlez en France ou au Danemark. Tout le monde ne parle que du foot. L'ambiance, c'est comme en 92, lorsque le Danemark a signé le traité de Maastricht et puis après a gagné le championnat de foot. Et on disait que si on ne peut pas se joindre à eux, on va les battre. Mais voilà, pour répondre à votre question, non, il n'y a pas vraiment eu de gros changements vis-à-vis de la solidarité, du moins pas chez moi au Danemark, lorsqu'on regarde la crise Corona. Vous savez que le Danemark fait partie des 4 frugaux, mais il y a eu un consensus clair au Danemark que le plan de relance est vraiment un one-off. C'est quelque chose qui a été signé sous pression parce que le Danemark voyait les répercussions sur le marché unique et il fallait être d'accord. Il fallait être d'accord avec ce plan de relance. Et c'était seulement à ce moment de l'intégration européenne à cause du Covid. Donc, en fait, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est soutenu par le Danemark, par le peuple danois. Cela ne doit pas devenir un exercice général. Il y a 2 points que j'aimerais soulever ici avec vous. En gros, on peut dire qu'il faut gagner des batailles pour l'Europe, c'est sûr. Mais le premier point, c'est qu'il faut s'assurer que l'argent mis de côté pour le plan de relance soit dépensé de la bonne façon. Donc, l'argent doit être alloué au changement de climat et à la transformation numérique. Si l'argent est gaspillé ou est dépensé ailleurs, bien sûr, le camp frugal va dire « on vous a dit que cela n'allait pas marcher ». Donc, je suis à moitié allemande. Donc, elle utilise une expression allemande. Donc, c'est très important que si on veut un plan de relance permanent, il faut que l'argent soit dépensé selon les règles. Donc, ça, c'est la première chose à souligner. Deuxièmement, après, il faut réfléchir à comment construire une transaction qui va nous aider avec le changement de climat et le marché unique. Si on a de plus grandes ambitions en termes de changement de climat, réduction de carbone, un plus grand accès au marché avec des services, cela peut être utilisé comme un échange. Et cela serait acceptable pour les pays nordiques. Il faudrait voir ça d'un point de vue fiscal. Donc, il faut étudier ce genre de choses, hein, une sorte d'échange à bargain, comme elle dit. Mais pour être franc, cela ne va pas être facile. Cela va être plutôt comme grimper une montagne très raide parce que le soutien public dans les pays nordiques, c'est que, voilà, le Danemark est déjà un champion en termes de gestion de crise. Si on voit les enquêtes auprès du public, les Danois pensent qu'on a fait mieux que tous les autres pays. C'est ça le sentiment. Et il y a aussi ce pressentiment que, oui, nous soutenons l'intégration européenne. En fait, le rapport, l'enquête s'est référée uniquement au Danemark. C'est vraiment un pays qui soutient l'adhésion. Et la France se trouve à l'autre extrême du sondage. Mais on va vers un marché unique, pas vers un plan de relance permanent. Et voici ma remarque finale. J'ai fait référence à 92 avec le traité de Maastricht et avec les solutions d'opt-out pour le Danemark. Et on a ces solutions d'opt-out, de sortie, vis-à-vis de l'Union européenne. C'était clair. Alors, pas de plan de relance en permanence au niveau européen dans la vie des Danois.
Laurence Milan, vous êtes un expert de droit européen à la concurrence. Et l'Europe est bien sûr dans la concurrence mondiale avec les États-Unis, avec la Chine. Est-ce qu'on est bien équipé pour faire face à cette concurrence au niveau des entreprises? C'est votre domaine. Est-ce qu'on a assez de champions européens? Est-ce qu'il faut avoir des champions européens? Ou est-ce que c'est une bonne chose pour l'Europe? Ou est-ce que c'est peut-être une chose négative pour les consommateurs parce qu'on a moins de compétition, moins de concurrence? Alors, je pense que quand on parle de concurrence au sein de l'Union européenne, on a une espèce de grand écart dans un même discours qui consiste pour un certain nombre de personnes à réclamer plus de contrôle pour les autres et moins de contrôle pour les gens à l'intérieur de l'Union européenne. C'est ce que quelqu'un un jour, lors d'une conférence, avait illustré par cette formule que je trouve assez savoureuse, qui est les monopoles, c'est comme les enfants. On adore les siens, mais on aime beaucoup moins ceux des autres. Et je trouve que l'on s'intéresse beaucoup au contrôle des puissants qui viennent de l'étranger, et peut-être qu'on réfléchit un petit peu moins à la façon de faire émerger les puissants au sein de l'Union européenne. On en trouve plusieurs illustrations. Donc moins de contrôle d'abord. Quand on regarde ce qui s'est passé en matière d'aide d'État l'année dernière pendant la crise du Covid, je pense qu'on doit tous saluer la réactivité remarquable dont a fait preuve la Commission européenne en matière d'aide d'État pour poser son cadre temporaire, ça a été mentionné tout à l'heure, et permettre d'approuver des aides d'État quand même à la volée dans quelques jours. C'est quelque chose qui a permis quand même à toute l'économie communautaire de tenir, et ça c'était très important. Maintenant, bon, la crise va passer et les règles de contrôle des aides d'État, elles subsistent et elles s'appliquent en Europe et pas nécessairement en Chine ou aux États-Unis. Donc évidemment, on voit bien que des entreprises qui sont fortement aidées en dehors de l'Union européenne et qui ensuite viennent investir au sein de l'Union européenne, on n'est pas forcément sur un terrain à armes égales. Donc de ce point de vue-là, je trouve qu'on progresse quand même, puisque la Commission européenne l'année dernière a publié un livre blanc justement pour s'intéresser à ce phénomène justement des distorsions de concurrence qui sont créées par des entreprises fortement aidées à l'étranger et suggère un certain nombre de pistes de réflexion pour permettre justement aux entreprises de travailler à armes égales au sein de l'Union européenne. Bon, c'est encore à l'état de livre blanc pour l'instant, on verra comment ces pistes vont évoluer, on n'y est pas encore, mais au moins le sujet est posé. Et quel est le marché relevant, n'est-ce pas, qui compte? Pourquoi est-ce qu'on a, par exemple, interdit la fusion entre Siemens et Alstom? C'est une parfaite transition, j'y venais justement. Donc là, c'est la même chose. On réclame moins de contrôle. Donc là, c'est de nouveau l'autre versant. Moins de contrôle, en tout cas un certain nombre de personnes. La fusion Siemens-Alstom 2019, interdite par la Commission européenne. Sans grande surprise, la France et l'Allemagne, évidemment, se sont émus de ce que la Commission européenne, en appliquant des règles de concurrence dont certains ont jugé qu'elles étaient obsolètes, n'ont pas permis l'émergence d'un leader mondial face à des grands du secteur ferroviaire. Et on parlait en particulier des géants chinois dont on craint qu'ils puissent venir effectivement nous attaquer sur le marché communautaire. La Commission a répondu à ça en disant qu'elle avait des règles de concurrence à appliquer. Et je pense qu'effectivement, la réponse ne se trouve pas uniquement dans les règles de concurrence. Alors, de façon un peu, à mon sens, modeste, la Commission commence à accepter de réviser un peu ces règles, notamment sur sa question du marché pertinent, effectivement, en disant, elle travaillait sur une communication qui date quand même de 1997, donc ça date un petit peu, il est quand même temps de dépoussiérer un petit peu le système, pour considérer effectivement qu'il faut considérer une concurrence qui est mondiale et pas seulement communautaire, qu'il faut se placer dans une analyse beaucoup plus prospective, c'est-à-dire pas juste regarder à un horizon 2 ans, mais peut-être 3, 4, 5 ans, quelles sont les perspectives d'arrivée sur le marché des grands géants étrangers. Donc ça, on voit une évolution. À mon sens, elle reste encore un petit peu modeste. Ça, c'est ceux qui réclamaient moins de contrôle pour les entreprises communautaires. Mais dans le même temps, ces gens-là disent, oulala, attention, parce qu'il y a quand même beaucoup d'acquisitions de start-up très innovantes qui sont réalisées par des géants du numérique en particulier, mais aussi dans les biotechnologies, sur les sujets évidemment très d'actualité. Donc là, on dit, oulala, ces acquisitions, c'est des entreprises qui ne font pas encore beaucoup de chiffre d'affaires, mais elles ont un énorme potentiel et elles ne sont pas contrôlées par les autorités. Et là, la Commission a accepté aussi de changer sa doctrine très récemment, en disant, maintenant, effectivement, même si on n'est pas dans les seuils de notification, les États membres peuvent nous demander de revoir des opérations et je les reverrai, même si personne n'aurait pu en principe les contrôler. Et on a une première opération qui a déjà été renvoyée par la France d'ailleurs, en particulier, à la Commission européenne, dans le secteur des tests sanguins. Donc ça, voilà, ça, on voit qu'on progresse. Et peut-être un dernier point, et je m'arrêterai là parce que je sais que le temps passe,
Un autre sujet que je trouve très intéressant, c'est effectivement le projet de règlement du Digital Markets Act qui est en cours de discussion au niveau communautaire, qui vise là encore à imposer des règles quand même assez contraignantes à un certain nombre de ce qu'on appelle des gatekeepers dans le secteur du numérique. Donc on voit bien pourquoi, hein, parce que ces géants ont pris une puissance telle qu'on n'arrive plus forcément à lutter contre eux. Mais encore une fois, là je voudrais quand même faire un petit caveat et quitte à être contre-courant par rapport à beaucoup de gens, mais bon, ce sont quand même là où auparavant on a lutté beaucoup contre des monopoles historiques, c'est-à-dire des monopoles qui étaient hérités, qui sont devenus des positions dominantes héritées de monopoles légaux. Ici, on est en train de s'attaquer à des entreprises qui ont acquis une taille critique par l'innovation. Et donc je m'interroge sur la capacité de l'Europe à encourager quand même cette innovation et pas à la décourager. Bon, pour l'instant, ce règlement, a priori, il va s'appliquer essentiellement à des entreprises extra-communautaires, mais on peut quand même s'interroger sur le fait de savoir si ça ne risque pas à terme de décourager des entreprises communautaires d'atteindre ces effets de seuil critiques qui, à mon sens, sont très très importants pour permettre à une forte concurrence européenne d'émerger. Ouais. Merci Florence. Paul Jäger, on a parlé des entreprises, on a parlé des gouvernements, c'est un peu le projet élitaire de l'Europe, mais les citoyens, je sais que vous avez des informations sur ce que les citoyens, surtout en France, pensent en ce moment de l'Europe. Allez-y. On va y arriver. Merci. Les citoyens français sont de toute façon toujours assez critiques contre tout. Mais ce qu'on peut dire, c'est que s'ils expriment pour 62% une insatisfaction en France contre leur gouvernement sur la gestion de la crise, ils sont en fait ils ont beaucoup plus de mansuétude à l'égard des institutions européennes parce qu'ils trouvent qu'en fait les institutions européennes ont beaucoup mieux géré la crise que les institutions françaises. Et si par exemple on trouve que 65% des Français trouvent que l'Union européenne a été aussi trop vite pour faire les vaccins et faire les tests, en fait, au niveau européen, le reste des citoyens européens considèrent que les institutions européennes ont très bien agi. Donc, ce que je veux dire, c'est que le sentiment européen dans cette période a progressé de façon tout à fait significative. En France, la confiance dans les institutions européennes a gagné 10 points depuis 2020. En un an, 10 points de plus pour la confiance dans les institutions européennes. 83% des Français, aujourd'hui, voudrait que l'Europe ait davantage de moyens pour traiter les crises. 83%. Et si l'on regarde sur les grands thèmes européens, les Français, d'une façon générale, les soutiennent très massivement. 70% en faveur du renforcement de l'euro, 65% en faveur du renforcement des règles de commerce, 71% en faveur d'une défense européenne, 65% en faveur d'une politique européenne sur l'immigration, ou 71% sur l'énergie. Le seul sujet sur lequel les Français restent en revanche tièdes, et on les comprend, c'est le sujet de l'élargissement futur et de l'arrivée de nouveaux pays dans l'Union européenne. Là, les Français sont moins favorables. Mais pour répondre à votre question, dans cette période particulière de crise, le sentiment européen a progressé, et particulièrement en France. Le point que j'aurais voulu juste détailler, c'est celui du leadership. Finalement, pour répondre à la question de ce qu'il y a de nouveau dans l'Union européenne face à l'adversité, je trouve que le leadership dont les institutions européennes ont fait preuve est absolument remarquable. C'est-à-dire, je crois qu'il faut y réfléchir. Et si on analyse le leadership des dirigeants européens par rapport à ce qui se passe dans les grandes entreprises, on trouve des points communs. Et on trouve que finalement, les grands leaders européens ont fait preuve de leadership sur 4 points fondamentaux qui sont les points que nous analysons comme étant les critères essentiels du leadership des dirigeants des grandes entreprises. Le premier point, c'est la prise en compte des systèmes de décision multiples. C'est-à-dire que la façon dont l'Union européenne a géré sa relation avec les États membres, mais aussi avec les régions, et avec le terrain dans la façon de fabriquer les solutions, a été très remarquable. Le deuxième point, c'est la vision à long terme. C'est-à-dire que l'Union européenne a fait preuve, à l'occasion notamment de son plan de relance, d'une vision à long terme tout à fait remarquable. Le troisième point, c'est l'importance donnée à l'innovation dans toutes les mesures prises par l'Union européenne, que ce soit sur les tests, les vaccins ou dans le plan de relance sur l'importance donnée aux questions digitales. Je crois qu'il faut le souligner. Et enfin, le dernier point aussi du leadership européen, c'est celui qui consiste à prendre en compte les parties prenantes et à faire dans ces plans de relance
un projet extrêmement inclusif. Inclusif des territoires, inclusif des populations fragiles, inclusif des plans de développement des individus. Donc pour toutes ces raisons, je trouve que la réaction qui a été celle de l'Union européenne et de ses dirigeants dans cette période très particulière d'adversité est tout à fait remarquable. Voilà. Mais est-ce que une raison pour ça, c'est aussi parce que l'argent arrive, mais on a l'impression que c'est l'argent un peu gratuit, n'est-ce pas? Il ne faut pas faire des efforts pour ça, l'argent arrive, les gens ils ne comprennent pas tellement d'où cet argent européen vient. Et alors, ça c'est une explication? Non, il y a d'une part un coup d'épaule extraordinairement fort, parce que les montants dont nous parlons sur le plan Next Generation EU sont absolument monumentaux, créés par un effort collectif pan-européen. Oui, l'effort, c'est la dette. Absolument. Mais par ailleurs, il y a des règles. Il y a des règles, et elles ont été rappelées par l'ICE et par certains d'entre vous sur le fait qu'on va faire attention à ce qu'il y ait des réformes structurelles et de la convergence. Et on va faire attention à ce que les fonds qui vont être alloués vont être compatibles avec les efforts qu'on doit faire sur le climat ou sur la transformation digitale. Donc oui, il y a beaucoup d'argent, mais surtout, il y a des règles. Et il y a des règles qui sont claires et qui, par ailleurs, sont votées démocratiquement. Il ne faut pas oublier aussi que le Parlement européen a voté la semaine dernière à 70% le nouveau plan climat de l'Union européenne. C'est un effort considérable qui montre aussi qu'il y a une communauté de vision au niveau pan-européen sur les grands enjeux. Olivier Klein, vous pensez qu'il y a des exigences de réformes structurelles dans ce plan-là? Alors pour être honnête, je ne le vois pas tellement. Par exemple, est-ce que quelqu'un à Bruxelles demande à la France de faire une réforme de la retraite? Je ne le vois pas. Moi, je pense que si. Je ne sais pas comment ça s'exprime, mais en tout cas, dans la création du plan Next Generation EU, il y a clairement que les aides ne seront données qu'en échange de politiques structurelles. C'est dit. Comment c'est négocié, je ne sais pas, peut-être Philippe Martin le sait-il, mais en tout état de cause, il me semble que les aides ne seront débloquées au fur et à mesure qu'en échange de cela. Ce qui me paraît une bonne idée, parce que sinon, on aura du mal à y arriver, à condition à nouveau que des efforts d'investissement soient faits par le plan pour réindustrialiser des parties européennes. Je voudrais à ce point-là encore poser une question au ministre de l'économie de Portugal. Monsieur le ministre, vous êtes encore là? Une dernière question et s'il vous plaît, une réponse. Yes, I am. Oui, je suis encore là. S'il vous plaît, une question, une réponse rapide, très brève. Alors, de votre avis, le plan de relance, le Next Generation EU, doit être un mécanisme permanent? Eh bien, non, pour être bref. Mais je vais faire deux commentaires pour justifier cela. Tout d'abord, il faut se rendre compte que la réponse à la crise, la réponse d'urgence prise par les gouvernements pour soutenir les emplois, pour soutenir les entreprises pendant la crise Covid, a été financée par les gouvernements nationaux eux-mêmes. Et c'est pour cela que les niveaux de dette publique augmentent tellement vite. Next Generation EU n'est pas concentré sur la réponse à l'urgence. Cela ne concerne pas la solidarité entre le Nord et le Sud. Cela concerne les fondations de notre prospérité commune. Si on veut faire quelque chose pour le changement de climat, il faut le faire ensemble. Il faut travailler sur nos systèmes de transport, de construction. Ça, c'est une chose. Après, je ne vois pas que ce plan, j'imagine pas que ce plan ne deviendra pas permanent, mais nous avons remarqué, et la crise nous a fait la leçon, il y a des défis. Nous devons tous faire face à ces défis et on peut les gérer efficacement uniquement au niveau européen. Si nous voulons construire des systèmes de résilience, si nous voulons traiter le changement de climat, si nous voulons gérer la transition numérique, il s'agit d'investissements et il faut les faire en commun. Et enfin, il faut comprendre que nos entreprises, nos sociétés sont en concurrence avec d'autres entreprises à travers le monde. Donc, il faut essayer d'identifier qui
développent les technologies qui sont critiques pour la compétitivité future des entreprises. On sait que ça va être les superordinateurs, le cloud computing, donc toutes ces technologies-là. Il faut le reconnaître. Les entreprises chinoises reçoivent du soutien de la part du gouvernement chinois. C'est pareil pour les États-Unis et les entreprises américaines. Donc, si on veut être leader et compétitif, il faut ce soutien. Donc, c'est notre intérêt à tous à soutenir ces entreprises et investir dans ces technologies. Donc, Liegfries parlait du Grand Bargain. Et là, ce Grand Bargain, cet échange doit être basé sur les investissements européens. Cela doit être une priorité pour tout le monde, pas seulement pour les États membres. Philippe Martin, peut-être là vous pouvez intervenir encore. Ça c'est ce que le ministre demande, c'est une politique industrielle ciblée et ça coûte de l'argent. Alors les règles budgétaires, votre crainte c'est qu'on revienne trop rapidement aux règles rigides, aux règles de réduire le déficit, la dette. Alors dans quelle façon est-ce qu'il faut réformer ces règles-là? Juste un tout petit point sur le débat sur Next Generation EU, est-ce que c'est one-off ou permanent? Ouais. Moi je crois qu'il y a un point intermédiaire, et on comprend bien la divergence entre les pays du Sud et les pays du Nord, c'est de considérer, et à l'expérience de ce qui va se passer, et en particulier ce qui va se passer en Italie, parce qu'on n'a pas encore prononcé le mot d'Italie, mais c'est l'éléphant in the room, c'est de se dire que c'est un instrument qui devrait être utilisé de manière contingente, c'est-à-dire de se mettre d'accord sur le fait que à la grande prochaine crise, qui sera une crise sanitaire, écologique, géopolitique, militaire, on aura mis en place un instrument, on saura comment l'utiliser. Donc ce n'est pas de se mettre d'accord sur le fait que c'est un instrument qu'on utilise hors crise, c'est de se mettre d'accord que de manière permanente, on a un instrument contingent en période de crise. Je crois que ça peut être un point intermédiaire. Sur les règles budgétaires, oui, moi ce que je crains, c'est qu'en effet, on n'a pas fait cette erreur jusqu'ici, mais qu'en effet, il y ait, dans une situation où les taux d'intérêt sont extrêmement bas, donc vous disiez l'argent tombe comme ça, mais il tombe comme ça parce qu'il y a une surépargne. On est dans une situation, en particulier en zone euro, puisqu'on a un compte courant très excédentaire, d'une épargne excédentaire. Et donc c'est normal qu'on utilise cette épargne pour faire des investissements. C'est le bon moment, quand les taux d'intérêt sont très bas, de faire des investissements d'avenir, que ce soit dans la transition écologique, que ce soit dans l'industrie. Donc, de ce point de vue, c'est le beau moment de faire de la dépense, évidemment, qui doit être avec un rendement à la fois social et privé important. Donc nous, notre proposition, en effet, c'est d'éliminer tout ce qui a été les règles 60% et 33% qui n'ont pas marché. Le 3%, il est soit trop strict, soit pas assez strict, en particulier pendant les périodes de croissance élevée. Et donc, une des choses que les économistes ont beaucoup appuyé, dont moi, c'est d'avoir une règle qui donne des objectifs en termes de réduction de dette publique sur un horizon de moyen terme de 5 ans et de l'implémenter avec une règle en termes de dépenses nominales, c'est-à-dire un plafond sur les 5 prochaines années de croissance des dépenses nominales. Et ça, c'est stabilisant d'un point de vue macroéconomique et c'est quelque chose qui est assez compréhensible par les citoyens. On parlait de démocratie, de citoyenneté, c'est extrêmement important. Je défie n'importe qui dans cette salle de nous expliquer les règles budgétaires. Je défie même beaucoup de ministres de l'économie. Alors je ne veux pas défier le ministre portugais, parce qu'il va certainement me contredire, mais en fait, personne ne comprend ces règles. Et ça n'est pas normal d'un point de vue démocratique que l'instrument le plus important de la politique économique, le budget, soit incompris par non seulement les parlementaires, les citoyens, mais aussi certains des ministres. Donc je pense qu'il faut une simplification radicale de ces règles qui ne marchent pas. Merci beaucoup. Et ça serait malheureusement déjà notre mot de la fin, parce qu'on me signale que le temps est terminé. Alors merci beaucoup d'avoir été parmi nous, avec nous, et aussi les personnes en ligne, ministre Liegfries. Merci beaucoup. Et quand on parle de l'Europe, c'est toujours... Je vous remercie. Merci.